C'est une histoire de sang, mes chers amis. Non pas le sang versé sur un champ de bataille, ni celui d'un crime passionnel commis à l'arme blanche. Non. C'est une histoire plus insidieuse, plus moderne, et peut-être encore plus terrifiante. C'est l'histoire de notre sang numérique. Celui qui circule dans les câbles, dans les serveurs, dans ces puces dorées que nous gardons précieusement dans nos portefeuilles. Je veux parler bien sûr de la carte vitale. Ce petit rectangle vert et jaune, ce sésame de notre santé, que nous considérons comme acquis, comme inoffensif. Mais que se passe-t-il lorsque votre identité biologique, celle qui dit qui vous êtes au plus profond de vos cellules, est volée, trafiquée, mélangée? Que se passe-t-il lorsque sur l'écran de l'ordinateur vous devenez un autre? C'est l'histoire de Martine, une femme qui a failli mourir. Non pas de sa maladie, mais du mensonge de sa propre fille. Une histoire qui vous fera réfléchir à 2 fois avant de prêter votre carte même pour dépanner. La nuit est tombée sur Paris. Une nuit de novembre pluvieuse glaciale, où les lumières des lampadaires se reflètent sur le bitume mouillé comme des flaques d'huile. Aux urgences de l'hôpital. La riboisière, c'est l'effervescence habituelle. Le bal des sirènes, le claquement des brancards, les cris étouffés et cette odeur. Vous connaissez cette odeur, n'est-ce pas? Un mélange d'éther de javel et d'angoisse humaine. Au milieu de ce chaos organisé, un brancard file à toute allure dans le couloir central. Dessus, une femme âgée, inerte. C'est Martine, 70 ans. Son visage est pâle, cireux, ses lèvres bleuies. Elle a été ramassée par les pompiers sur un passage piéton du 10e arrondissement, renversée par une camionnette de livraison alors qu'elle traversait à Garde. Dans le box de déchocage, l'équipe médicale s'active. Le bip-bip du moniteur cardiaque est erratique trop lent. La tension chute. Hémorragie interne probable, hurle l'interne de garde. Il faut transfuser d'urgence. Vite, son groupe sanguin a-t-elle des papiers? Une infirmière fouille le sac à main en faux cuir éparpillé au pied du brancard. Elle en sort le portefeuille, l'ouvre et trouve le Saint Graal, la carte vitale. Elle la glisse immédiatement dans le lecteur de cartes relié à l'ordinateur central. L'écran s'illumine. Le dossier médical partagé. Le fameux DMP s'affiche. L'infirmière lit à haute voix pour que toute l'équipe entende « Martine V, 70 ans. Groupe sanguin AB positif. Antécédent récent, mammoplastie bilatérale avec pose d'implant mammaire il y a 7 jours. Traitement en cours, antibiotiques post-opératoire et Oxycontin haute dose. Le médecin-chef, le docteur Morel, un homme d'expérience aux tempes grisonnantes, attrape une poche de sang AB positif. Il s'apprête à la connecter à la voie veineuse. C'est une question de secondes. La vie de Martine ne tient plus qu'à un fil. Mais au moment où l'aiguille approche, le docteur s'arrête. Il fronce les sourcils. Il pose sa main sur le thorax de la patiente pour ausculter son cœur. Et là, il sent quelque chose. Ou plutôt, il ne sent pas ce qu'il devrait sentir. Il écarte la blouse déchirée par l'accident. La poitrine de Martine est plate, menue, marquée par les ans. Il n'y a aucune cicatrice récente, aucun bandage, aucun implant mammaire. Rien. C'est la poitrine d'une femme de 70 ans qui n'a jamais subi de chirurgie esthétique. « Arrêtez tout !» hurle le docteur Morel, sa voix couvrant le bruit des machines. L'infirmière sursaute, la poche de sang à la main. « Ne la perfusez pas, regardez l'ordinateur dit qu'elle a des implants posés la semaine dernière. Regardez cette femme. » C'est impossible. Si le dossier ment sur ça, il ment sur tout. Il se tourne vers l'infirmière, le visage ruisselant de sueur froide. Faites un groupage sanguin en urgence absolue. Test au chevet. Maintenant, 2 minutes plus tard, le verdict tombe implacable. Terrifiant, Martine est du groupe O négatif. Si le médecin avait suivi l'ordinateur, s'il avait injecté du sang AB, Martine serait morte en quelques minutes, foudroyée par un choc hémolytique, tuée par une erreur de données, tuée par un fichier informatique. Le docteur Morel s'essuie le front. Il vient de sauver cette femme, mais il est bouleversé. Il regarde l'écran qui affiche toujours les données fausses. « Qui êtes-vous vraiment, madame ?»
murmure-t-il. « Et qui est cette autre femme qui vit dans votre dossier médical ?» Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la réponse à cette question est pire que l'accident lui-même. La réponse porte un nom. Elle s'appelle Chloé. Pour comprendre comment on peut en arriver à une telle aberration, il faut quitter l'atmosphère stérile de l'hôpital pour entrer dans le quotidien modeste de Martine. Martine est une femme simple, une ancienne secrétaire comptable qui a passé sa vie à aligner des chiffres et à économiser des centimes. Elle vit dans un petit appartement propret en banlieue parisienne. Veuve depuis longtemps, sa vie est réglée comme du papier à musique. Le matin, le café au lait. Le midi, les jeux télévisés. Le soir, la soupe. Et entre tout ça, la gestion minutieuse de sa santé. Martine est diabétique, insulinodépendante. C'est une maladie sérieuse qui demande de la rigueur. Elle a son petit carnet, elle note ses taux de sucre, elle ne rate jamais un rendez-vous chez son endocrinologue. Et puis, il y a le soleil de sa vie, ou ce qu'elle croit être son soleil Chloé. Chloé est sa fille adoptive. Martine l'a recueillie alors qu'elle avait déjà 45 ans, un coup de cœur, un besoin viscéral de donner de l'amour. Elle a tout sacrifié pour cet enfant. Les meilleures écoles, les plus jolis vêtements, les vacances à la mer. Mais l'amour, parfois, est aveugle. Et l'ingratitude est une plante vénéneuse qui pousse souvent sur le terreau de la trop grande générosité. Aujourd'hui, Chloé a 30 ans. C'est une belle femme, certes, mais d'une beauté froide, artificielle. Elle ne travaille pas, ou du moins, elle a des projets flous qui ne voient jamais le jour. Elle aime le luxe, les marques, les soirées. Elle vit au-dessus de ses moyens et surtout au-dessus de ceux de sa mère. La relation entre Martine et Chloé est faite de petits chantages affectifs et de grandes compromissions. Chloé passe voir sa mère en coup de vent jamais pour demander des nouvelles, toujours pour demander quelque chose. De l'argent, souvent. Mais depuis quelques années, elle demande autre chose. Quelque chose qui semble anodin. « Maman, tu peux me prêter ta carte vitale et ta carte de mutuelle? J'ai perdu la mienne, c'est une galère administrative pour la refaire, et j'ai une terrible angine. Je dois aller chez le médecin. » Et Martine, bonne âme naïve. Martine ouvre son sac. « Bien sûr, ma chérie. Prends soin de toi. Rapporte-la-moi vite. » Ah, si Martine savait, si elle savait que sa carte vitale ne sert pas à soigner une angine, si elle savait que sa carte est devenue le passe-partout d'un réseau souterrain, sordide et dangereux, car Chloé ne l'utilise pas seulement pour elle. Chloé fréquente un milieu interlope. Des amis sans papier, des copines qui veulent se faire refaire le nez dans des cliniques clandestines de banlieue, des connaissances qui cherchent des médicaments sur ordonnance pour se droguer. La carte vitale de Martine est devenue une open bar médicale. Dans le système français, nous avons ce qu'on appelle le tiers payant. C'est une avancée sociale magnifique. Vous ne avancez pas l'argent, c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui paient directement le médecin ou le pharmacien. C'est magique. Mais c'est aussi une faille béante. Dans certaines cliniques peu scrupuleuses, chez certains médecins complaisants qui ne vérifient jamais l'identité du patient, la carte passe de main en main. « C'est pour ma mère, elle est trop fatiguée pour venir », dit Chloé en tendant la carte à un pharmacien véreux pour obtenir des boîtes de somnifères ou d'antidouleurs puissants. Et ça marche. C'est ainsi que le dossier médical numérique de Martine a commencé à se remplir de données étrangères, des données monstrueuses. Imaginez un peu. Un jour, la carte enregistre un traitement pour une infection sexuellement transmissible, carabinée celle d'une amie de Chloé. Un autre jour, c'est une IVG médicamenteuse. Un autre encore, des soins dentaires hors de prix. Et la semaine dernière, le clou du spectacle, une augmentation mammaire dans une clinique privée qui accepte les paiements directs des mutuelles haut de gamme, car oui, Martine a une très bonne mutuelle héritage de son mari qu'elle paie une fortune chaque mois. Toutes ces informations s'empilent dans le serveur national, créant une chimère médicale. Martine, aux yeux de l'administration, est devenue une femme aux multiples maladies, aux multiples corps, une créature impossible. Mais le drame, le vrai danger ne vient pas seulement des fausses informations ajoutées.
Il vient de ce qui a été enlevé à Martine. Revenons à la semaine précédant l'accident. Martine ne se sent pas bien. Elle est fatiguée, elle a soif tout le temps. Signe typique d'un diabète déséquilibré. Elle se rend à sa pharmacie habituelle pour récupérer son insuline et ses bandelettes de test. Le pharmacien, un jeune remplaçant qu'elle ne connaît pas, prend sa carte que Chloé a fini par lui rendre la veille. Il la passe dans le lecteur. Et là, le visage du jeune homme se ferme. « Je suis désolée, madame, ça bloque. » Martine s'inquiète. « Comment ça bloque? » Le pharmacien tourne son écran. « Le système indique que vous avez dépassé votre plafond annuel de remboursement pharmaceutique pour cette catégorie de soins. Et votre mutuelle signale un impayé ou une surconsommation suspecte. Je ne peux rien vous délivrer sans paiement intégral. Ça fera 150 €. 150 €. Martine ne les a pas sur elle. Elle vit avec une pension de 900 €. Elle panique. Elle essaie d'expliquer qu'il doit y avoir une erreur, qu'elle prend ce traitement depuis 20 ans. Mais la machine est reine. « Désolée, madame, voyez, avec votre caisse. » Martine repart les mains vides. Elle se dit qu'elle va rationner ce qu'il lui reste. Juste quelques jours, le temps que Chloé l'aide à régler ce souci administratif. Elle appelle sa fille. Chloé ne répond pas. Ou alors, elle envoie un SMS. « T'inquiète, maman, c'est un bug, je gère ça la semaine prochaine. Bisous. » Pendant 3 jours, Martine sous-dose son insuline. Son corps fragile commence à lâcher. Le jour de l'accident, elle n'a plus de bandelette pour vérifier son taux de sucre. Elle sort pour aller à la sécurité sociale pour essayer de comprendre. Elle marche dans la rue. Elle sent ses jambes devenir du coton. Une sueur froide coule dans son dos. Sa vision se brouille. C'est l'hypoglycémie sévère. Son cerveau privé de glucose se déconnecte. Elle ne voit pas le feu passer au rouge pour les piétons. Elle ne voit pas la camionnette, le choc, le noir. Retour à l'hôpital. 2 heures après son admission. Martine est toujours inconsciente, mais stable, grâce à la vigilance du docteur Morel, qui lui a transfusé le bon sang du O négatif et l'a mise sous perfusion de glucose. Dans la salle d'attente des urgences, une jeune femme fait les 100 pas. C'est Chloé. Elle est arrivée en furie non pas parce qu'elle pleure sa mère, mais parce qu'elle a reçu un appel des pompiers l'informant que le sac de sa mère était ici. Elle porte un manteau de fourrure synthétique, des talons hauts qui claquent sur le linoléum. Elle mâche un chewing-gum nerveusement. Elle intercepte une infirmière. « Je suis la fille de la dame de l'accident, Martine Frey. Je veux la voir. Enfin, surtout, je veux récupérer ses affaires. Son sac. Elle a des papiers importants dont j'ai besoin pour les formalités d'assurance. » Son ton est agressif pressant. Il y a dans ses yeux une lueur qui n'est pas celle de la piété filiale, mais celle du manque. Le docteur Morel sort du box. Il a entendu. Il observe cette jeune femme. Il a le dossier de Martine dans les mains. Il a compris. Il a vu les prescriptions aberrantes d'Oxycontin, un opioïde puissant, très addictif, surnommé l'héroïne des pauvres aux États-Unis. Le dossier dit que Martine en consomme 3 boîtes par semaine. Or, les analyses toxicologiques de Martine sont vierges. Elle n'en prend pas. Donc, quelqu'un d'autre les prend. Et ce quelqu'un est là devant lui, en train de réclamer le sac comme un junkie réclame sa dose. Le médecin s'avance. Il est grand, imposant dans sa blouse blanche. Il bloque le passage à Chloé. « Mademoiselle, votre mère est dans un état critique. Elle a failli mourir ce soir. Pas à cause de la camionnette. À cause de vous. » Chloé s'arrête de mâcher. « Pardon, vous êtes qui pour me parler comme ça? Donnez-moi le sac. » Le docteur Morel ne cille pas. « Nous avons failli la tuer en suivant son dossier médical. Un dossier qui dit qu'elle a subi une chirurgie esthétique la semaine dernière. Un dossier qui dit qu'elle est du groupe AB. Un dossier qui dit qu'elle est toxicomane aux opiacés. » Il brandit les feuilles imprimées. « Regardez-moi, mademoiselle. C'est vous, n'est-ce pas? C'est vous qui utilisez sa carte. C'est vous qui avez vidé ses droits, l'empêchant d'avoir son insuline. C'est vous qui l'avez poussé sous cette camionnette, aussi sûrement que si vous l'aviez poussé de vos propres mains. » Chloé pâlit.
Non pas de honte, mais de peur d'être prise. Vous racontez n'importe quoi. C'est le secret médical. Je vais porter plainte. Allez-y, répond le médecin avec un calme glacial. La police est en route. Ils viennent pour l'accident, c'est la procédure. Mais je vais leur remettre ce dossier. C'est une usurpation d'identité, mademoiselle. C'est une mise en danger de la vie d'autrui. C'est un crime. À ce moment précis, la porte du box s'ouvre. Martine est réveillée. Elle est faible, branchée de partout, mais elle a entendu les éclats de voix. Elle a entendu le médecin. Elle a entendu sa fille réclamer le sac. L'infirmière pousse le lit pour l'emmener en chambre de surveillance. Martine tourne la tête. Elle croise le regard de Chloé. On s'attendrait à ce que la mère pardonne. C'est ce qu'elles font toujours, n'est-ce pas? Elles excusent, elles couvrent, elles aiment jusqu'à la déraison. Chloé tente une approche, un sourire tremblant, un « Maman, chérie ». Mais Martine a vu la mort de près ce soir. Elle a vu le tunnel. Et elle voit maintenant le visage de celle qu'il y a envoyée. Quelque chose se brise en elle. Le lien sacré, ce cordon ombilical invisible qu'elle avait tissé avec l'adoption, vient de rompre sous le poids de la trahison. Le policier arrive dans le couloir. Il s'approche du médecin et de la famille. « Bonjour, je viens pour le constat de l'accident de Madame Martine Fay. » Martine, d'une voix faible, rauque, mais d'une clarté terrifiante, lève la main. « Monsieur l'agent, » dit-elle. Le policier se penche. « Monsieur l'agent, je veux déposer plainte contre cette femme. » Elle désigne Chloé du doigt. « Elle a volé mon identité. Elle a failli me tuer. Ce n'est plus ma fille. C'est une étrangère. » Chloé est arrêtée sur le champ. Menotte au poignet, elle hurle. Elle insulte sa mère, révélant enfin son vrai visage, celui d'une enfant gâtée et pourrie par le vice, qui ne voit en sa mère qu'une vache à lait et un prête-nom. La fin de cette histoire est amère, mes amis. Martine a survécu. Ses blessures physiques ont guéri. Elle est rentrée chez elle dans son appartement silencieux. Mais la blessure administrative, elle ne cicatrisera jamais totalement. Son dossier médical partagé est définitivement pollué. Malgré les jugements, malgré les rectifications, il reste des traces informatiques. Chaque fois qu'elle va voir un nouveau médecin, chaque fois qu'elle va à l'hôpital, elle doit commencer par une phrase terrible. « Docteur, ne croyez pas ce que dit l'ordinateur. Lisez ce papier du tribunal. Je ne suis pas celle que l'écran décrit. » Elle doit se promener avec son jugement de justice dans son sac à main, à côté de sa carte d'insuline. C'est son nouveau passeport. Quant à Chloé, elle a été condamnée. Prison ferme, abus de faiblesse, usurpation d'identité, escroquerie à la sécurité sociale. Mais est-ce que la prison répare le cœur d'une mère? Je ne crois pas. Martine a sauvé sa peau, mais elle a perdu son âme d'enfant. Elle a appris à 70 ans que le sang du cœur peut être trahi par le sang des données. Alors, la prochaine fois que quelqu'un m'aime, un proche même, votre enfant vous dit « Prête-moi ta carte vitale, c'est juste pour dépanner », souvenez-vous de Martine. Souvenez-vous du docteur Morel, la seringue à la main, prêt à injecter la mort. Votre carte vitale, c'est vous, c'est votre vie, et votre vie ne se prête pas. Elle se protège. Prenez soin de vous et surtout gardez vos papiers près de votre cœur. À bientôt pour une nouvelle histoire vraie.